Bien le bonjour à tous et à toutes. Merci de me visiter à nouveau aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. La journée s'est bien passée pour vous. Ouais, je suis illuminé. Heureux, les fêlés, la lumière les traverse. Moi, je suis illuminé. Mon côté gauche. Je n'ai pas fait l'inversion de caméra. Voilà. Ouais, alors, le sujet d'aujourd'hui m'a été inspiré par l'émission d'hier. L'émission d'hier. Euh, donc, je voulais montrer quelque chose. On va voir un truc. Hop, un petit message privé, excusez-moi. Hop. Ah ouais, excusez-moi, c'est pas grave. Je réponds. Je vais répondre, sinon je vais te déranger. Oui, je suis en live. Mais mon correspondant. Oui, alors, donc hier, j'ai regardé un truc et ça marche pas. Ça marche pas. Pourquoi? Ah non, c'est pas ça que je veux. Ok. Euh, euh, comment ça s'appelle? C'est ça. Et on a regardé ça donc, et c'est un. Ah oui, j'ai bouclé, c'est pas grave. C'est un jeune homme qui a reçu de la part d'une marque une imprimante 3D à poudre. Donc il y a un bac à poudre d'un côté qui est plein et qui va remplir au fur et à mesure le bac d'à côté pour créer la pièce par impression de poudre donc, et sensibilisée par un laser. Euh, Quand j'ai vu le prix, j'étais effaré. Surtout qu'il a fallu qu'il la monte. Donc, il a payé 5 999 $, soit environ 5 100 €, et il a dû la monter, sa machine. Donc là, on voit, c'est formaté pour autre chose, qui doit arriver juste après. Donc, vous n'avez pas l'image en intégrale, mais bon, c'est pas un problème. S'il faut, je vous mets carrément le lien de la vidéo, et vous la regarderez chez vous, où vous verrez que, hop là, je vais vous mettre carrément le lien de la vidéo quelque part. Normalement, j'ai le droit. Voilà, c'est parti. Donc, vous avez le lien. Donc, il a reçu cette machine. Alors, deux ou trois choses m'ont un petit peu surpris. Il a reçu un énorme carton. Au début de la vidéo, on voit qu'il reçoit un énorme carton. Et pourtant, la machine n'est pas montée. Une fois qu'elle est montée, cette machine-là va prendre moins de place que le carton qu'il a reçu. Première aberration. Deuxième aberration, le prix. 5 999 $ à monter. C'est un kit. Et il n'y a pas, à part la partie laser et miroir à gérer, il n'y a rien d'exceptionnel. Ce sont des profilés d'aluminium qu'ils montent avec des roulettes. Ça, c'est très basique. C'est très, très basique. Il n'y en a pas pour 5 000 € de matière première. Et bon. Ensuite, il utilise la poudre. C'est très bien, il utilise la poudre. Le bac A va vers le bac B, c'est sensibilisé par le laser. Et voilà. Donc, mais l'encombrement de la machine est, est assez volumineux, on va dire, par rapport au résultat final de la pièce qui va faire 120 mm par 120 mm par 120 mm. C'est la base d'une imprimante 3D FDM, c'est-à-dire fil fondu. En général, c'est même 150 par 150 par 150. À part celles pour les enfants qui sont à des prix défiant toute concurrence et qui ne sont pas forcément euh, vraiment réalistes. Mais quand on commence à faire du 150 par 150 par 150, le prix est autour de 100, 120, 150 euros. Et même pour ce prix-là, on peut commencer à avoir dans les 200 mm par 200 par 200. Donc, il reçoit un énorme carton, il sort tout de ce carton-là, et au final, la machine encombrera moins que tout ce qu'il a reçu dans le carton. Donc,
Première aberration, c'est ça. Deuxième aberration, c'est qu'il faut le monter. Le prix, alors si c'est un produit qui est américain. Si vous voulez en France, vous allez payer des droits de douane, 20% de plus. Donc de 5100 euros environ, vous allez payer 20% de plus. Ça monte à pratiquement 6 000 euros. Je n'ai pas fait le calcul, mais bon, vous voyez, 6 000 euros. Vous avez passé une journée à la montée, parce que là, on voit c'est de l'accéléré, il nous fait du blabla, mais il est accéléré après les choses. Vous allez. Alors, c'est vrai que vous connaîtrez votre machine. C'est un peu comme une Prusa, vous allez la monter, vous la connaîtrez. Bon, ok. Mais le prix est énorme par rapport à la technologie employée, parce que le laser, bon, c'est une diode probablement, parce que vu l'encombrement, c'est une diode. Il y a des prismes et un miroir qui bouge. Après, c'est qu'une histoire de logiciel. Le logiciel coûte c'est des couches par couche, donc le SLA, c'est-à-dire la résine sait le faire, c'est-à-dire qu'elle envoie une image à un écran. Là, c'est le miroir qui va déplacer le laser et qui va faire la même image, hein. Et couche par couche, image par image. Donc le principe du logiciel existe. Donc, c'est bien, c'est pas mal. Mais là, les chariots se déplacent sur des roulettes. La précision et tout ça. Et en plus, voilà, il va mettre un tissu qui va être racleur dans le bac pour éviter que la poudre ne s'éparpille sur le côté. Bon, c'est un tissu, c'est pas un caoutchouc parce que il va utiliser un tissu parce que derrière, il y a une résistance qui va chauffer tout ça, qui va préchauffer la matière pour qu'elle soit plus facilement sensibilisée au laser. Le laser, lui, amène sa propre chaleur, mais si la poudre n'est pas pré-sensibilisée déjà à la chaleur, il n'y a pas de résultat. Ok. Bon, alors, il y a 3 moteurs qui vont gérer ça. Donc la montée d'un bac, avec la compensation de l'autre côté, la descente du bac automatiquement. Si la bac monte d'un dixième, l'autre va descendre d'un dixième, puisqu'il faut répandre la poudre du bac A vers le bac B. Logique. Et ça pourrait être fait avec un moteur, parce que ça peut être simplifié, fait par un moteur. Il y a un autre moteur qui va gérer le fait que la raclette va passer du bac A au bac B. Voilà, simplement. On va le dénommer comme ça, hein. Euh, le bac plein de poudre qui va se déverser dans le bac qui est à sensibiliser. Le laser va faire son travail. Il va s'arrêter, puisqu'il a fait sa couche. La raclette va arriver, va déposer la matière, va repartir en arrière, va lisser tout ça. Et nouvelle impression. C'est relativement rapide par rapport à du fil fondu qui fait qu'il y a des déplacements dans 2 axes. Et le troisième axe, c'est la montée qui ne se fait que après la couche. Là, il y a la montée d'un bac et la descente de l'autre. C'est automatique, hein. C'est-à-dire que c'est carrément. Excusez-moi. Bon, c'est pas enfin, c'est un truc continu. C'est-à-dire qu'il y en a un qui monte, l'autre qui descend, automatiquement, c'est vase communicant. Voilà. Ça marche par vase communicant. Donc, quand l'un se vide, l'autre se remplit. Donc, les vases communicants. Ce qui fait qu'après, le laser, bah, lui, il va faire son job, hein. Il va passer par un miroir et hop, il va sensibiliser la matière première qui est, alors apparemment, il utilise du nylon, c'est de la poudre, c'est vendu au kilo. Alors là, attention, la machine coûte 6 999 $. Mais le kilo de poudre, lui, coûte 160 $. Une bobine de 1 kg de fil fondu, enfin de fil 1,75 mm, une bobine de 1 kg coûte 10 fois moins. C'est 15 euros. Et les gens se plaignent, ils voient à 15, certaines vont jusqu'à 20 euros. Mais bon, entre 15 et 20 euros, ça fait que 5 euros de différence. Mais là, la poudre, c'est 160 $. Environ 140 euros le kilo. C'est cher. C'est plus cher qu'une résine SLA. Déjà, les résines SLA tournent aux alentours de 100 euros le litre. C'est pas donné non plus. C'est un produit toxique et volatile. Donc, il y a des émanations qui peuvent être faites. Donc, ce qui fait que, excusez-moi, ce qui fait que, ben, il va se passer qu'il faut prendre encore plus de précautions qu'avec un fil fondu, hein, FDM classique. Alors, là aussi, il faut prendre des précautions. C'est de la poudre. Donc, à un moment donné, il va falloir porter un masque et des gants. Le masque, c'est surtout pour éviter d'absorber de la poussière, mais il n'y a pas d'odeur qui est dégagée. C'est inodore.
même si c'est du nylon qui a été sensibilisé, ça doit être inodore. Par contre, ça peut dégager un petit peu de fumée au moment où c'est sensibilisé, parce qu'il y a de la chaleur, et automatiquement, qui dit chaleur, dit automatiquement une certaine humidité qui s'en va, et donc fumée, hein. Et on brûle de la matière, donc on dégage des choses. Mais c'est pas plus dangereux, probablement, que d'imprimer de l'ABS ou du PLA, et surtout que c'est une enceinte fermée, et il y a une vitre qui permet de voir ce qui se passe à l'intérieur, et cette vitre est de couleur orange, pour éviter que le faisceau laser, s'il se réfléchisse, ne sorte et n'abîme les yeux de la personne qui regarde. C'est tout à fait logique. Sinon, il suffit de mettre des lunettes et de les fournir avec, quand on a une machine à 6 000 $ environ, enfin, à 1 $ près, c'est 6 000 $, on peut se permettre de mettre une paire de 40 $ pour les personnes ne se brûlent pas les yeux, la rétine. Franchement, ce serait un minimum. Donc on voit le monter, hein, vous ne voyez pas toute l'image parce que j'ai calibré le fait que c'est autre chose qui va arriver à la place normalement, parce que je n'ai pas prévu de montrer la vidéo, mais bon, c'est pour m'inspirer et vous expliquer le truc. Alors donc on le voit monter, et on voit une jolie résistance, et qui fait que ça va préchauffer quelque chose, sachant que les roulettes, elles sont probablement, elles, en nylon aussi, elles vont peut-être préchauffer aussi, parce que la chaleur, en plus, va monter, parce que même la résistance étant verticale, la chaleur va quand même monter aussi, logique. Et toute l'électronique se trouve en haut de la machine. Donc toute la chaleur va monter et peut-être perturber l'électronique. Donc il y a deux alimentations. Oui, on a besoin de deux alimentations parce qu'il y a besoin de deux voltages différents. Il y a les drivers, donc la partie électronique, la carte électronique qui permet de gérer ça, une sorte de carte mère, on va dire. Et tout ça, c'est en haut, et il y a une résistance en dessous qui va dégager du 150 degrés. On voit à un moment donné, ça monte à 140 et des poussières, enfin, on est autour de 150 degrés, c'est énorme, et ça va être dissipé, comme ça, directement, voilà. Et apparemment, une lampe, j'en ai, hein, ouais, et en plus, il y a une lampe UV qui va en plus permettre de continuer le travail du laser entre-temps. C'est-à-dire que la raquette, elle va se passer, et ainsi de suite, ça va commencer déjà soit à contraindre et en plus, vous voyez, il y a même carrément 3 lampes UV. Il est gentil avec son bocal. Théoriquement, il y a 1 kilo, hein. Moi, je trouve qu'il y a sûrement plus d'1 kilo de nylon là-dedans. Mais enfin bon, le kilo coûte quand même 160 $. Donc, tous les prix sont donnés directement dans la vidéo, hein, que vous verrez vous-même en la regardant intégralement. Alors, je me suis dit, est-ce qu'il est possible, sans copier, parce que de toute façon, la copie dans ce domaine-là, c'est simple. Les, les imprimantes, quand elles sont sorties il y a quelques années, hein, une fois qu'elles étaient dans le domaine public, il y a Prusa qui a sorti un modèle, il y a Creality qui a sorti un modèle, il y a Artigen qui a sorti un modèle, il y a Wanao qui a sorti un modèle. Et à un moment donné, elles sont toutes basées sur le principe. De toute façon, le principe est connu. Il faut 3 axes. Il faut le plateau qui bouge en X et en Y, et il faut le Z pour donner l'épaisseur, donc la troisième dimension. Donc le principe est connu. Domaine public, il n'y a pas de problème. Après, c'est le logiciel qui gère. Alors, il y a Cura, il y a Simplify 3D, il y a plein de choses comme ça. Bon, ce sont des logiciels qui sont développés. Il y en a sur open source, il y en a qui sont payants. Bon, ça, c'est la guéguerre de tout ça. Là, le SLA et le SLS, c'est simple, c'est euh, un dessin qui est pris et qui sensibilise. Alors, le SLA, c'est une lumière UV, hein, qui sort d'un écran. Il sensibilise un certain temps la résine, parce qu'on met un temps d'exposition. Là, il n'y a pas de temps d'exposition, c'est le fait que le laser. Voilà, on voit d'ailleurs le laser. Ah oui, vous ne voyez pas intégralement le laser, c'est la partie laser donc, qui va émettre ce rayon. Et de l'autre côté, on va avoir un petit miroir qui va bouger à une certaine vitesse et faire que le rayon, bah, il tape au bon endroit, quoi. On voit bien comment ça se passe, hein. Donc, voilà. Euh, mais je vous engage à aller voir l'intégralité de la vidéo, puisque je vous ai mis le lien. Donc, je me suis dit, en France, nous ne sommes pas des imbéciles, pas plus que les autres. Nous avons des technologies, nous avons des moyens, nous avons des cerveaux, nous avons des sociétés. Pourquoi ne pas essayer de réaliser une imprimante similaire, pas dit copier, mais similaire, avec une plus grande capacité, parce que je me suis aperçu qu'on pouvait avoir une capacité de 300 par 300 par 300, sans dépenser beaucoup plus d'argent. Surtout que, voilà. Les profilés d'aluminium, ça se trouve partout. Donc, on pourrait très bien faire le prototype en profilé et après réaliser
savoir si on peut faire des économies d'échelle en faisant faire un cadre directement, qui permettrait aussi, comme là, en soudure, en mécano-soudure, en quelque chose, quelque chose qui ne bougera pas forcément dans le temps, parce que là, on a beau serrer des vis, il va y avoir des effets mécaniques. On voit le laser qui va arriver. Hop, hop, hop. Là, vous ne voyez pas tout le schéma, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, vous verrez la vidéo, hein. Je ne vais pas réagrandir mon truc. Je suis désolé, je n'avais pas prévu ça. Attendez, à moins que je fasse autre chose. À moins que je passe par autre chose. Hop là. Non, c'est pas ça. C'est pas prévu. Ok. Sinon, je fais une autre fenêtre au pire, hein, et je vais la préparer. Vous voyez un peu mieux. Voilà. Je vais préparer une autre fenêtre. Alors, hop. Plus navigateur. Ok. Euh, Est-ce que je. Non, je vais pas prendre ça. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pas grave. Voilà, supprimer. Ok. Alors, ce que j'ai fait? Oui, c'est ça. Euh, Plus, on va faire un capture de la fenêtre, ça ira plus vite. Vous verrez mieux la fenêtre. Ok, capture de la fenêtre. Euh, et alors, euh, ah, je suis en train de capturer la mauvaise fenêtre. C'est pas grave. Euh, c'est ça que je vais capturer. Youpi. Youp. Je vais la mettre ici. Vous verrez mieux ce qui se passe, puisque je vais faire une vraie capture de cet écran. Vous verrez mieux ce qui se passe. Voilà. Ok, ok. Voilà. Vous verrez vraiment mieux ce qui se passe. Youpi. Alors, on va faire un truc, c'est que on va virer celui-ci, on va faire celui-ci. Et vous allez voir, voilà, apparaît entièrement la chose. Voilà, c'est fait, c'est bon. Je ferai autre chose tout à l'heure. Je préparerai mon truc. Oui, donc, vous voyez intégralement la vidéo. Donc, il vous explique comment ça se passe avec le laser, les miroirs, qu'est-ce qui va se passer. Voilà. FT. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas vu ça. Enfin bon, il nous explique comment le procédé est utilisé pour faire en sorte que la poudre soit sensibilisée par le laser. Voilà. Donc, il va continuer de monter sa machine parce qu'on va pas la refaire en intégrale. Si vous voulez voir comment il a fabriqué sa machine, revenez sur le direct d'hier. Là, il nous montre la partie électronique, hein, tout ce qui est électricité, électronique, tout ce qui va gérer la machine. Et on voit bien au milieu le laser, hein. Image. On voit ici le laser, donc qui est probablement une diode, les prismes de renvoi et le miroir qui se trouve ici, qui va gérer à l'impression, hein. Donc la partie électronique, ben, c'est la carte qui est en train de brancher sur la carte mère, on va dire. Voilà. Pourquoi ça ne s'arrête pas quand je clique dessus? Je sens que, voilà. Quelquefois, voilà. Donc la carte mère, hein, tous les branchements, les moteurs, bon, les deux alimentations, hein. Les moteurs sont là pour gérer ben, la montée et la descente de chaque bac. Ici, c'est pour gérer le fait que la raclette vient passer du, du bac A au bac B. Donc, il envoie la poudre du bon côté. Et voilà, donc il n'y a rien de très compliqué. Bon, après, c'est le logiciel qui va gérer tout ça qui est plus important à faire. Et bon, et la carte mère, bon, elle est relativement classique, on va dire. C'est probablement du 32 bits, puisque c'est du Atmel hein, qui est dessus, parce qu'à un moment donné, il va nous montrer la puce principale, donc le processeur. Il nous montre que c'est du Atmel, très connu hein, dans l'Arduino. Et là, il va calibrer le laser, donc la mire est projetée pour être superposée sur la mire qui est au fond. Et il va bien donc aligner tout ça. Une fois qu'il a aligné tout ça, voilà, une fois qu'il a raligné la mire qui est projetée plus celle qui est sur le support, enfin le plateau,
qui se déplace, et ben automatiquement, tout sera calibré et il aura la pièce qui sera faite à l'intérieur. Voilà. Donc ça, bon, ben, il y a possibilité de le faire autrement, hein, avec une autre machine, enfin bon. Et il va donc glisser à l'intérieur du bâti qu'il a fait au début. Et donc, c'est Syntratec qui a créé ce produit-là. Alors, il existe la machine professionnelle. Alors là, accrochez-vous. On est dans les 40 000 euros. Ah, salut, Babo. Comment tu vas? Alors, aujourd'hui, c'était off. Ah, cool. Ouais, ouais, bien, bien, bien. Bah, j'ai commencé il y a quelques minutes, hein. Enfin, tu le vois, un peu plus de 23 minutes. Donc, voilà. Donc, merci de passer, c'est gentil. Donc, voilà. Bah, j'ai vu que Ice, il était en train de streamer alors que j'ai nommé Modo hier. Donc j'ai vu qu'il était en train de streamer. Il a commencé quoi, 1 heure avant moi, je crois, un truc comme ça. Ouais, boulot commercial et admin. Bien. Oh, bah oui, mais c'est normal. C'est comme toute société, elle a besoin de tout. Donc comme tu es le chef de la société, tu dois tout faire. Ouais, j'expliquais que les Américains ont fait une imprimante à poudre, sensibilisée par un laser, et que ça coûtait 6 000 $ et que c'est trop cher parce que si tu regardes bien la vidéo, le gars il est obligé de la monter. Donc, ah bah c'est gentil de faire un tour. Bah, c'est une récréation pour toi, je suppose, maintenant. Tu viens de détendre, c'est bien. Donc, sinon, bah, j'ai la rediff d'hier, hein, qui est toujours possible. Elle va apparaître à 19h30 sur YouTube, mais sinon, elle est toujours sur Twitch. Ouais, je disais que. Comment ça? Ouais, oui, il la monte à la main. Il est obligé de la monter. Alors, il reçoit un énorme carton. Alors, je vais remonter la vidéo, tu vas voir. Il reçoit un énorme carton. Hop là. Et ils annoncent. Il reçoit un énorme carton. Et au final, je me dis, bah, va voir la machine qui est dedans. Pourquoi il gère pas ma souris là? Je me dis, il va y avoir la machine qui est dedans. Non, non, non. Non, non, non. Il n'y a pas la machine. Il va devoir la monter. Donc, il sort plein de cartons. Ouais, plein de cartons. Il est aidé. Et je dis, la machine va sortir. Non, non. Elle est en vrac là-dedans. Alors, le carton est assez grand parce qu'il y a une façade en aluminium qui va être recouverte et d'un autre. Ouais. Pourquoi j'ai ça? Et je veux pas la vidéo suivante. Ouais, c'est géré comme un pied, ça. Donc, on va voir plus loin. Donc, il déballe tout et puis il va monter ses profilés. Ouais, ouais, elle est en kit. Et la loose à 6 000 balles, enfin 6 000 euros, hein. Bon, ils lui ont sûrement offert. Il a un professionnel qui a un bac beaucoup plus grand et qui a 40 000 $. Ça fait mal, hein. J'espère qu'ils la reçoivent monter quand même, ces gens-là, les 40 000 $. Donc, elle est en kit. Et au final, on va aller voir plus loin parce que je vais accélérer le machin, hein. On va aller voir au final. Euh, les encombrements, ben, la moitié du carton qui lui a été livré, quoi. Bon, j'aimerais bien qu'il. Voilà. Moi, je crois que le carton d'origine, il a largement pu la contenir, fini, quoi. Je ne comprends pas ce. Voilà. Donc, la machine, telle qu'elle est montée, là, telle que tu la vois, elle devrait. Elle faisait quoi? Et la moitié du carton qui lui a été livré, quoi. Franchement, je comprends pas, quoi. Donc, on voit qu'il a réalisé des pièces et à un moment donné, il va prendre le marteau. Enfin, un marteau, un maillet, et il va lui mettre un coup sur la tête, la pièce. Oui, mais c'est la main-d'œuvre pour le monter, pas le volume. Oui, mais attends, à 6 000 $, achète une machine, tu es obligé de te la monter. Ça fait mal aux fesses quand même, non? Oui, les cartons de mes fournisseurs dans le plus grand carton. Oui, ouais, 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 ouais. Ouais, mais là, tu vends les cartons de tes fournisseurs 6 000 $, quoi. Ouais, 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 pourquoi pas, ouais, ouais, bien sûr, pourquoi pas. Et moi, je me dis que le profilé d'aluminium, ouais, ça coûte pas cher, quoi, à un moment donné. Alors, franchement, je me dis que là, il y a possibilité de faire aussi bien, en plus cher, à mon avis. Ouais, 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 mais bon, euh, son châssis en aluminium, là.
de l'extrudé d'aluminium. Est-ce qu'il n'y a pas un gars dans un coin qui peut, avec un outil industriel, nous faire un cadre soudé directement? Et il nous fournit ce cadre-là et on intègre nos pièces à l'intérieur, c'est tout. Et on lui livre monté, le gars. Et on lui facture 6 000 euros. Et je suis sûr qu'on se fait une marge de 1,4 sans problème, même 1,6. Et on a de quoi payer les personnes qui font juste l'emballage, quoi. Et un petit peu de montage. Qu'est-ce qu'il faut dans une société? Il faut un chef, c'est ce que tu fais. Il faut une secrétaire, c'est ce que tu fais. Il faut un comptable, c'est ce que tu fais. Et il faut un commercial, c'est ce que tu fais. Et il faut quelqu'un qui fait du devis. 5 personnes en une. Bon, eh ben, on réduit les 5 personnes, on en prend deux. On prend une personne qui gère les commandes, qui gère les commandes. Le chef, et puis c'est tout. La secrétaire, bah, elle peut être là à mi-temps, ou elle peut commencer chez elle. C'est-à-dire qu'on peut donner le numéro de la secrétaire qui est en télétravail. Elle nous fournit de chez elle les commandes qui nous arrivent par Internet, mais même pas. Les gens commandent par Internet. La secrétaire n'a même pas besoin d'être là. Commande gérée par Internet uniquement, donc sur un site. Une fois qu'il est fait le site, il roule. Donc, on a le magasinier qui est là, qui dit ben, il y a ces cartons qui sont tout prêts, parce que les machines seraient déjà tout prêtes en carton, hein. Il prend son carton, il met son étiquette dessus, hop, expédié. Il appelle DHL, Chronopost ou quoi que ce soit. Euh, Ces gens-là, ils passent, il est 2 heures de l'après-midi, parce que après, sinon c'est géré le lendemain seulement. À 2 heures de l'après-midi, ils passent, ils prennent 3 ou 4 cartons, c'est parti. Le gars, il est juste là pour mettre des étiquettes sur le carton, qui sont édités grâce à Internet, basta. Le commercial, ben, qu'est-ce qu'il fait le commercial? Ben, il fait des vidéos, il fait des belles vidéos, il fait une super vidéo, enregistrée par un pote, ou même avec son téléphone portable. Moi, j'ai jamais mon téléphone portable, hein. Alors la qualité d'image, je ne sais pas si elle est excellente, mais ça varie en fonction de la luminosité ambiante parce que le soleil se cache et où apparaît. Mais bon, je me filme avec mon téléphone portable. Est-ce que c'est moche? Bon, le principal, c'est normalement le son. Que mon son est moche, on peut l'améliorer. On met un petit peu de bidouille dans un mixeur, et puis voilà. Enfin, une table de mixage, oui. Et puis voilà, mixeur. Dans une table de mixage, et puis voilà. Donc on se fait un petit truc sympa, on fait un petit montage, il faut 3 heures pour faire un petit montage, on balance ça sur Internet, on va sur du Facebook, du Twitter et un truc comme ça, on balance le lien pour aller sur le site c'est 3-4 pages, même pas, hein. Euh, qui on est, qu'est-ce qu'on fait et à quel prix, c'est tout. Comment nous joindre? Bah, Internet. Après les trucs légaux, hein, le SIRET et ainsi de suite, quoi. Bon, le SIRET, le sirène, enfin, tout ce qu'il faut, quoi. Un truc du cabis, quoi. C'est tout. Un numéro de téléphone au cas où, mais voilà. Une personne qui gère tous les cartons, voilà. Et le montage, voilà, tout simplement. Mais enfin bon, tout ça, c'est à étudier, hein. Alors là, ce que je vois, c'est aberrant, c'est qu'il en met partout de la poudre. Mais bon, voilà, voilà. Mais je pense que c'est faisable en France de faire une machine, même si on la vend 6 000 euros, je crois qu'on a de la marge à faire, hein. Même avec la TVA de 20%, hein. Alors j'ai gardé 6 000 euros, 20%, ça fait du 4 500 balles hors taxe, un truc comme ça. Euh, 4 500 balles, on peut même la monter, hein, c'est pas un problème. Donc je me dis que c'était faisable. Donc j'ai fait une petite étude, j'ai fait un petit truc. Je vais arrêter cette vidéo. Hop, et où ma souris? Et, on va arrêter cette vidéo, si elle veut bien se figer. C'est pas possible. Bon allez, au revoir, la vidéo. On va mettre une autre capture de fenêtre. Copie. Non, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux capturer. C'est quoi ça? Et ça, c'est que cette histoire. Enlève-toi, toi, s'il te plaît. Capture de fenêtre, je voulais faire quelque chose. Non, je ne vais pas capturer celle-là. Oh zut. Mais, bon, je suis en train de capturer la fenêtre qu'il ne faut pas. Bon, on va se cacher. Voilà. Position. Voilà.
c'est pas grave, je vais faire du blabla entre-temps, hein, capture de fenêtre. Ouais, donc je pense que c'est faisable en France de faire quelque chose. Pourquoi? Non, capture de fenêtre. Pourquoi j'ai pas ma capture de fenêtre correcte? Bon, j'ai décapturé notre fenêtre, voilà comment. Non, c'est pas celle-là. Mais bon sang, désolé, hein, c'est c'est streamé vite fait. Donc je voulais capturer quelque chose. Bon sang, j'avais prévu de faire. Pourquoi je vois pas? Voilà, c'est ça que je voulais faire. C'est parti. Voilà. J'ai commencé à ce genre de choses. Donc, j'espère que vous allez voir. Voilà. On va se balader. Hop, on va y aller par là. Et puis, euh, est-ce que ça vaut le coup de créer une imprimante type SLS, poudre agglomérée par laser? Je viens de vous le montrer en vidéo. Est-ce que ça vaut le coup? Alors, il y a certains avantages, certains inconvénients en face. Bon, l'avantage, c'est que comme c'est de la poudre qui est déposée couche par couche, pas besoin de prévoir des supports puisque la couche en elle-même est imprimée sur la matière. Donc la matière qui est, qui est sensibilisée, on va dire, elle va rester, et la poudre qui est autour, qui n'est pas sensibilisée, va rester aussi, puisqu'on va déplacer du bac A au bac B une couche complète, donc ce qui fait que les supports, il n'y en a pas besoin. Par contre, on a besoin de faire de la post-production et de penser que la pièce, si on ne veut pas la remplir, il faut évacuer la poudre qui n'a pas été sensibilisée, qui est à l'intérieur. Voilà. Ou si on veut faire quelque chose de creux. Donc il faut prévoir quelques petites choses, mais l'inconvénient, c'est la post-production, c'est-à-dire qu'il faut enlever la matière qui est autour, qui n'a pas été sensibilisée, donc la poudre qui n'a pas été retenue par le laser, et, enfin brûlée par le laser pour être agglomérée. Donc ça, c'est alors l'inconvénient, c'est aussi il faut filtrer cette poudre mondée, mais aussi en mettre un masque sur sa bouche. Prendre des gants par précaution, parce que c'est pas bien d'avoir forcément de la poudre, que ce soit du nylon ou d'autres matières sur les mains. Donc il faut un bac pour pouvoir le faire, et même un endroit clos. Type, on s'appelle, quand on fait du décapage à la bille, à micro-bille ou au sablage, voilà. Une petite cabine de sablage, mais pas sablée, mais voir un aspirateur, au contraire, et récupérer la poudre qu'on aspire pour la remettre dans la machine une fois qu'elle a été filtrée, qu'on a enlevé les grumeaux. On voit à un moment donné dans la vidéo, il va filtrer avec deux types de filtres différents, je ne sais plus combien de microns. Il va récupérer la poudre qui peut être sensibilisée et remise. Voilà. Ça évite qu'on gâche de la matière en gros. Euh, Comme il n'y a pas de support, donc on n'a pas de gâchis de matière. On a vraiment sensibilisé la matière à l'endroit où on voulait. Le fil fondu, eh ben, il y a des besoins de support. Quand il y a quelque chose qui dépasse un certain angle, il faut mettre un support extérieur. Il faut l'enlever. Il y a un post-traitement aussi. Là, celui-ci est moins gênant, post-traitement, puisqu'on réutilise la matière qui n'a pas été sensibilisée. Donc c'est aussi un avantage. On peut, vu que c'est un volume et que à chaque fois que la couche est déposée, elle sert de support en même temps, on peut mettre plusieurs euh, pièces dans ce volume. Donc, on peut, plutôt que d'être limité par la grandeur du plateau, on n'est pas limité par le volume en Z, c'est-à-dire que on fait plusieurs pièces dans le volume et pas que sur le plateau. C'est-à-dire que quand on fait une pièce sur un plateau de 200 par 200, on ne peut pas aller au-delà des 200 par 200. Et le logiciel lui dit, bah, ça déborde. Mais si on met euh, par strat, on va dire, des pièces, on peut améliorer la rentabilité de la machine. Imaginons qu'on ait des pignons. On fait des pignons. On a envie de faire créer des pignons. On a besoin de créer 10 pignons, mais ça ne tient pas sur les 200 par 200 du plateau. C'est pas grave. On les met en Z, c'est-à-dire en épaisseur. On les met par strat. Et ce qui fait que, en plus, grâce à ça, ce genre d'imprimante, il n'y a pas besoin de support. On peut faire des jeux, c'est-à-dire imprimer des pièces en un seul morceau qui ont besoin de jeu. C'est-à-dire que la poudre qui ne va pas être sensibilisée entre les deux qui sont sensibilisés va faire qu'elle va être éliminée et ça permet de faire ce qu'on appelle un jeu de fonctionnement. Donc ça, on peut se servir de ça
dans le fait que la couche, on va mettre, par exemple, la pièce se continue, se fait, elles sont à plat, elles sont par strates, on va dire par strates, hein. On fait une couche comme ça, on fait une couche comme ça. Et entre les deux pièces à sensibiliser, on laisse deux ou trois couches qui ne seront pas sensibilisées par le laser et qui seront automatiquement, qui permettront de les dissocier. Donc, on a un gain de rentabilité dans un volume plus que sur un plateau qui, lui, ben, est limité par la grandeur de ce plateau, donc le X et le Y. Alors que là, on peut se permettre de faire des pièces dans l'espace et donc de rentabiliser encore mieux la machine. Donc c'est un des avantages. D'ailleurs, il est montré dans la vidéo, vous pouvez voir parce que j'ai donné le lien. Vous verrez donc qu'on peut rentabiliser le fait que la machine peut créer plusieurs pièces et se servir de ce volume-là, pardon, plutôt que c'est un des avantages sur le fil fondu. Voilà, c'est un autre avantage. Sachant que mécaniquement, il n'y a que le miroir qui se déplace à haute vitesse en plus, et le racleur pour aller poser la poudre du bac A vers le bac B, il y a moins de mécanismes en mouvement, ce qui fait que, qui dit moins de mécanismes en mouvement, moins de fatigue. Parce que l'axe X et Y, c'est l'axe qui fatigue le plus dans une file fondue, puisqu'ils ont besoin d'accélérer, ainsi de suite, d'accélérer, de ralentir, et ainsi de suite. Donc, les moteurs sont sollicités très, très fortement, alors que là, les moteurs sont sollicités seulement au moment où on en a besoin. C'est aussi ça l'avantage, c'est on fatigue moins les moteurs, puisque ben, le Z, il est fait une seule fois par la poudre, et le Y et le X sont faits en une seule fois, puisque c'est la raclette qui vient prendre la poudre du bac A vers le bac B, qui va fonctionner en aller et en retour, et après c'est terminé, c'est au repos. C'est juste le miroir du laser qui, lui, va fonctionner très rapidement en plus, et qui va se fatiguer juste au moment où il a besoin. Donc, l'interaction de tout ceci fait que la machine peut durer plus longtemps, puisque mécaniquement, on a moins de déplacements et donc moins de jeux à gérer. Une fois que le plateau euh, descend et que le bac de poudre, donc A, qui va vers B en se déversant, une fois que c'est fait, ça ne bouge plus. C'est comme le Z d'une FDM. Mais entre-temps, il n'y aura pas d'autre mouvement, sauf le miroir du laser qui, lui, va sensibiliser la poudre qui est en dessous. Donc, il y a une économie d'énergie en plus, puisqu'il n'y a pas besoin d'alimenter forcément des moteurs en permanence. Donc, on économise une certaine énergie. On économise des jeux, donc la fatigue de la machine. Voilà, donc c'est aussi un avantage que je n'avais pas marqué, mais je viens de réaliser. Donc, on peut faire, oui, du multipièce en impression dans un même volume. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Le volume peut aller de 250 par 250 par 250, c'est-à-dire un cube de 250 mm d'arête. C'est pas mal, puisqu'on peut exploiter le multipièce et le multicouche, on va dire. Si on veut un préalable, il faut l'envoyer en kit. Donc les gens se débrouillent, hein. Ils reçoivent, comme le monsieur, là, il a reçu, Dr Flo, des cartons, dans un carton, et il se débrouille, il la monte. Bon. Est-ce que c'est raisonnable? Je ne sais pas. Surtout que le prix n'est pas raisonnable par rapport au fait que ce soit un kit. Par contre, si on veut le livrer monté, ben, le prix est en conséquence, puisque ben, il faudra à la rigueur étudier la façon de mettre en marche la machine, enfin de la fabriquer, et de prendre le moins de temps possible pour la monter. Là, je ne sais pas combien de temps il a pris en réalité. La vidéo fait 1 heure et quart avec plein d'essais et tout ça. Donc, je ne sais pas combien de temps il a mis réellement pour la monter. Mais je suis sûr qu'il faut minimum 3 à 4 heures. Donc, si c'est 3 à 4 heures de main-d'œuvre à 200 balles de l'heure, c'est sûr que le prix va monter. Si c'est. Enfin, 200 balles de l'heure, oui, pour rentabiliser tout ça. 200 balles. Oui, pour la société, parce qu'il y a les charges et ainsi de suite. Mais si c'est un montage qui dure 1 heure et demie et que ça peut être ramené à 150 balles de l'heure, ça permettra d'économiser ça. Ah, ouais. Ça sera peut-être proposé en kit, ça sera peut-être proposé en montée, ça dépend si ça se réalise. Il y a plein de choses comme ça. Mais l'idée de simplifier la chose au maximum, comme font certains fournisseurs d'imprimantes fondues, hein, type Creality, Wanao, Artillery, avec 4 vis et le branchement de 4 câbles, on a l'imprimante qui est déjà prête.
ils ont fait ça pour que le cambrement soit minimum, puisque la partie qui fait qui supporte le Z et le X sont dans ces cas-là à l'horizontale dans le carton et non plus à la verticale. Ça fait que le volume est moins important et on peut en stocker plus facilement. Et surtout, c'est moins fragile pendant le transport. On n'est pas obligé de rester à toutes les vis. On a juste à mettre 4 vis à rejoindre, enfin, à connecter 4 ou 5 câbles parce que les moteurs, il faut les connecter, la tête d'impression et ainsi de suite. Mais ça se fait en un quart d'heure, quoi. Même si on n'est pas très doué, en une demi-heure, c'est faisable. Donc, il suffit d'aller voir Neotech, par exemple. Il a montré déjà comment monter une Wanao D12, comment monter une artillerie X1. Et ben, franchement, ça prend pas plus d'une demi-heure. Là, c'est des heures de montage avec ce qu'on vient de voir comme vidéo. Donc, est-ce que c'est bénéfique c'est intéressant pour la personne? Je ne crois pas, pas forcément. Donc, je me dis que on peut avoir un compromis. Alors, si on veut un prix et qu'on veut que le prix, bah, la machine, on la monte soi-même. Si on veut une machine déjà montée et pas s'embêter, bah, faut payer le prix, c'est logique. Il faut payer la main-d'œuvre de la personne qui va faire le montage. C'est tout à fait logique. Donc, voilà. Il y aura deux façons de voir, probablement. Mais peut-être que la personne qui fera son kit aura un type d'imprimante et celui qui l'achètera tout monté aura un autre type d'imprimante qui aura la même fonction, qui auront les mêmes usages, les mêmes fonctionnalités, mais qui seront pas montés pareil. Donc, qui ne seront pas vraiment montés pareil. Mais bon, voilà. Parce que quand on a une machine finie, un produit fini livré à un client, on se retrouve à faire pouvoir industrialiser la chose et donc avoir des partenaires, des sous-traitants qui vont faire carrément le châssis d'un seul bloc et après on vient greffer les éléments qui sont à greffer au dernier moment plutôt que de demander ben, j'ai besoin d'un bout de profilé de 20 par 20 sur 500 mm de long et ainsi de suite et les faire débiter. Si, le- Ah super Fiflateur, bonjour, comment tu vas? Moi, j'étais en train d'expliquer que moi, je me dis que les Français ou les Européens ne sont pas plus imbéciles que les Américains et qu'on peut faire une imprimante 3D type SLS, c'est-à-dire à usage de poudre et de laser. Euh, alors, le SLA, c'est la résine. La résine, c'est nocif, c'est ceci, c'est cela. Bon. En plus, c'est des petites surfaces parce que l'écran se fatigue vite. Là, c'est carrément un laser qui vient balayer la surface, qui vient sensibiliser la poudre qui est déposée par une raquette qui est transférée du bac A vers le bac B. Voilà, je pas comme ça. Le bac A, c'est celui qui fournit la matière. Le bac B, c'est celui qui va recevoir la matière et qui va recevoir au final le coup de laser et la pièce au final. Donc, je me disais qu'une machine à 6 000 $ euh, à monter soi-même et prendre plusieurs heures pour le monter, je trouve que c'est un peu cher. Donc, je me dis que pourquoi pas proposer un produit européen, on va dire, même s'il y a peut-être de la chinoiserie dedans, parce qu'il y a des choses qui seront à prévoir, probablement à acheter à l'étranger, hein, parce qu'en Europe, on ne sait plus faire grand-chose. On a des cerveaux et on les utilise mal, on les envoie à l'étranger, hein, on laisse partir. Donc je me dis que pourquoi pas créer quelque chose en France et après, sûr, plutôt que se lancer dans le vide, proposer du crowdfunding et en réaliser un prototype, voir comment ça passe et puis dire voilà aux gens si on atteint l'objectif de X euros, eh ben, vous aurez votre machine dans un délai de 6 mois par exemple et non pas 6 ans comme fait Body, hein, et encore on ne l'a toujours pas. Donc, ça sent l'arnaque plutôt qu'autre chose. Enfin bon, c'est pas le sujet. Je me dis que si on a un prototype fonctionnel qui correspond à des standards de réalisation de pièces de personnes qui souhaitent avoir quelque chose de propre, au moins aussi beau que du SLA, c'est possible de faire aussi beau que de la résine, et plus costaud que de la résine, parce que la résine, en plus, il faut après faire un autre post-traitement, il faut la sensibiliser à l'UV, hein, UVA, UVB, enfin ultraviolet. Donc c'est un post-traitement supplémentaire, en plus du nettoyage, de la toxicité. Donc là, le post-traitement, c'est simple, on enlève la matière qui n'a pas été sensibilisée
Donc on enlève la partie poudre non sensibilisée, on la recycle, comment ça on la réutilise après l'avoir filtrée, et puis il n'y a pas de machine de gâchis de matière. On n'a pas besoin de dire: «Ah ouais, il faut recycler ma matière». On a moins de gâchis que du fil fondu, puisque les supports, il n'y en a pas. La matière elle-même qui n'est pas sensibilisée, qui fournit le support, donc on a en moins ce genre de choses à faire. Donc le post-traitement, c'est enlever la matière qui n'a pas été sensibilisée, enlever cette poudre et puis la recycler après. Mais bon, c'est pas trop compliqué. On peut faire aussi comme ça facilement ce genre de choses et à temps perdu, on va dire, puisque la matière qui n'a pas été sensibilisée, elle est toujours là. Il suffit de l'enlever et de la mettre dans un bac, de la refiltrer. Et je suis sûr que le pourcentage de perte est beaucoup moins élevé que du fil fondu qu'il faut repasser dans une machine, qu'il faut remettre de l'énergie pour refondre le plastique, et ainsi de suite. Là, c'est à la main, à la rigueur, hein. On prend un tamis très fin et on filtre. Et les grumeaux, bah, on les enlève, hein. C'est peut-être une matière perdue, mais bon, à la rigueur, on peut peut-être recycler facilement puisque c'est du nylon. Donc, en général, il suffit de la refriter, par exemple, de la repasser dans une broyeuse et de revenir de la poudre. Même, et ça coûtera peut-être moins cher d'une broyeuse en énergie que de réchauffer un fil et de le repasser dans un calibrage et ainsi de suite. Là, il suffit de le revenir à l'état de poudre et donc de réutiliser cette poudre qui n'a pas été sensibilisée, même si c'est des grumeaux qui sont agglomérés par contagion, on va dire, et que ça soit moins solide que prévu, quoi. Donc je me disais, les pour, les contre, j'en ai sûrement d'autres, vous avez peut-être de votre côté aussi des pour et des contre, donc il suffit de me les communiquer, hein. Pourquoi vous seriez prêt à acheter ce genre d'imprimante? Alors, je me moque un peu des gens qui font des Benchy. Mais vous verrez dans la vidéo, il y a un super Benchy qui a été fait hein, pour comparaison. Mais il n'a pas fait que ça, il a fait des vraies pièces qui sont utilisées sur une autre machine qui est une découpeuse plasma. Donc, il a réalisé de vraies pièces et un Benchy pour montrer la qualité et le, le fait que c'est mieux que du SLA parce qu'il n'y a pas de post-traitement réellement à faire derrière. C'est très fin puisqu'il y a beaucoup de détails et il a surtout fait avec du fil fondu. Les grumeaux dans la pâte à gâteau. Ah oui, oui. Ah bah ça, les grumeaux, il suffit de. C'est simple, c'est le fait que la matière liquide n'a pas réussi à rentrer dans la matière poudreuse, donc la farine et l'œuf en général, ou le lait, et il suffit de casser le grumeau et de faire que la poudre, enfin, la farine, se retrouve à nouveau en contact et s'amalgame avec le liquide, et on n'a plus les grumeaux. Donc voilà. Moi, je sais qu'il m'arrive d'avoir des grumeaux dans mon chocolat le matin, parce que bah, il y a un truc qui se fait, c'est que des fois, bah, il y a une peau, je ne la vois pas. Donc la poudre qui est dessus va rester sur la peau et ne va pas fondre. Il suffit de retourner la peau ou de l'enlever avant, et on se retrouve avec la poudre qui va se dissoudre dans la partie liquide, et on évite les grumeaux. C'est aussi que ça a été versé trop rapidement, par exemple. Ah bon, tout ça, c'est de l'alchimie, hein. C'est des molécules qui se mélangent ou qui ne se mélangent pas. Parce qu'il y a une rapidité qui a été faite, enfin, il y a un truc trop rapide qui a été fait, il y a une manipulation qui n'a pas été faite dans le, dans le principe de la science, et puis voilà, on se retrouve avec des grumeaux. Voilà. Bon, simplement, on peut améliorer la technique et on peut faire que les grumeaux n'existent moins souvent. Voilà, tout simplement. Moi, je sais que quand je fais des crêpes, j'évite de verser tout d'un seul coup. Je fais en sorte que ça se mélange bien. C'est un robot qui le fait à ma place, hein, c'est un mélangeur qui va le faire à ma place. Et je fais en sorte que ça ne s'agglomère pas complètement et que le liquide, au moment où il arrive, il soit assimilé par la matière la matière qui est déjà agglomérée autour du fouet et qui fait que ben, si on verse trop vite, ben, ça ne va pas aller. Si on verse trop lentement, ça ne va pas aller. Donc, il faut doser. C'est comme tout, il faut savoir doser. Donc, c'est une recette, hein. Toute recette mérite d'être suivie à la lettre. Et c'est en ratant qu'on apprend. Voilà, tout simplement. Donc ouais, la machine type SLS, hein, c'est marqué poudre agglomérée par laser. euh, là, c'est la définition que j'ai trouvée parce que SLS, c'est sûrement de l'anglais. Et j'ai pas cherché à savoir ce que c'était, mais j'ai compris le principe, hein. Je suis pas plus bête qu'un autre. J'ai compris le principe, c'est que le laser vient frapper la poudre et la chauffe et fait que bah, en chauffant de la poudre, elle s'agglomère puisque c'est un nylon, c'est un plastique. Et j'ai vu aussi, pendant que j'ai fait la vidéo d'hier, enfin, le direct d'hier,
j'ai montré aussi aux personnes présentes que l'on pouvait souffler de la poudre avec un laser au milieu et que c'est de la poudre métallique et le laser va la chauffer tellement point de fusion et ça va déposer par la tête et on peut additionner de la matière sans en perdre trop puisque la machine que j'ai montrée était sur 5 axes. Commencer à injecter cette partie qui, comme une soudure, une sorte de soudure, et ce qui fait que comme ça chauffe la matière qui est déjà présente, ça fait que les atomes vont bien se mélanger. Ça va faire comme si ça avait été coulé, par exemple, et gâche moins de matière puisque juste après va arriver un outil coupant qui va enlever le peu de matière qu'il y avait en trop pour pouvoir donner la bonne dimension et la bonne état de surface. Tout simplement. Ça évite qu'on ait un truc qui fasse 60 kg à l'origine et qui, au final, n'en fasse plus que 5 et qu'on ait 55 kg de copeaux à gérer. Donc, c'est que là, on gagne en temps, on gagne en matière et donc on gagne en argent. Parce que toute la matière qui n'a pas été achetée, qui n'a pas été utilisée, n'a pas eu besoin d'être achetée. Donc voilà, tout simplement. Ce qui fait que il y a moins de gâchis. L'industrie, elle, elle se retrouve. Vaut mieux acheter une tonne de poudre qu'une tonne d'aluminium, parce que la tonne de poudre, on va peut-être perdre 10 kilos dessus, alors que l'aluminium, on a perdu 900 kilos. Voilà, il aura fallu que ces copeaux soient transportés à nouveau, qu'ils soient refondus, qu'ils soient remélangés. Non, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est génial. En plus, comme ces 5 axes qui sont utilisés, on va déposer la matière juste à l'endroit où on en a vraiment besoin et on gagne quelque chose. Alors l'état de surface extérieure, c'est un peu rugueux, mais bon, ça n'empêche pas que c'est fonctionnel parce que les particules usinées, après avec 13, font que c'est conforme à ce dont on a besoin pour l'utiliser. Après, est-ce qu'il y a besoin de lisser toute la matière? Non, seulement la partie qui sera en contact avec une autre pièce et qui sera utile. Voilà, donc tout simplement. Et la beauté de la pièce, quelquefois, c'est pas forcément le plus important. Il faut, c'est la solidité, la tolérance au code qu'on a donné. Voilà, donc, mais franchement, si vous voulez comprendre ce que je dis aujourd'hui, revenez sur le direct d'hier, qui est toujours disponible sur Twitch pendant 2 mois, je crois, et qui sera disponible dès 19h30 aujourd'hui sur YouTube, sur la même chaîne, Laser 87 Man. Vous verrez, c'est facile à trouver. Donc, elle sera disponible à partir de 19h30. Celle-ci sera disponible à 19h30 demain, c'est-à-dire dans un peu plus de 24 heures, parce que je respecte un ordre de hiérarchie. Je suis là en direct. Je ne vais pas mettre tout de suite sur YouTube le direct que je viens de faire. Si je l'envoie, mais il est programmé pour être en première, en première, demain 19h30. Donc, moi, tout à l'heure, je vais avoir un petit signal comme quoi à 19h30, ma vidéo est parue de celle d'hier. Ce qui fait que YouTube permet de garder éternellement, donc on ne me dit pas dégage-les, éternellement les vidéos, alors que Twitch, au bout de 2 mois, il va me les effacer. Donc c'est 2 mois. Il y a une vidéo qui a une durée de vie d'encore 4 jours, je crois. Vous ne la verrez plus, sauf si vous venez la voir sur YouTube, parce que je l'ai archivé sur YouTube, et voilà. Les serveurs de YouTube, eux, continuent. Hop, excusez-moi, pas très élégant ce que je viens de faire, mais qui archivent sur leur serveur les données que je leur donne. Ça fait du 400 500 mégas la vidéo. Ça dure 1 heure et demie maximum, en gros. Hier, je me suis lâché parce que c'était un sujet super important. Aujourd'hui, le sujet n'est pas moins important puisqu'il est la suite d'hier. Et demain, j'ai prévu quelque chose de sympathique. J'ai prévu de vous montrer la fabrication de barbecue, mais alors pas traditionnel, un peu amusant, un peu, voilà. Je vous dévoile pas tout, hein, mais demain, je parlerai de barbecue, je vous montrerai de vidéos de barbecue fait directement par un particulier. En général, c'est comme ça. En plus, avec beaucoup de récupération, donc, et en plus ou moins écolo, on va dire. Et on verra au final l'utilisation qu'il en fait, parce qu'il y a 2 vidéos à voir, la fabrication et l'utilisation. Et on va voir que monsieur est gourmand, parce qu'il y a beaucoup à manger. Monsieur, madame et ses enfants, il y a beaucoup à manger, mais c'est très bien. Et c'est dans une petite résidence sympathique, on voit quelques immeubles autour. Et on voit qu'il a réussi avec des moyens simples, hein, une disqueuse, un appareil à souder à l'arc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
les morceaux de ferraille dont il a besoin, qu'il va récupérer pour certains, pour beaucoup même. Il va acheter peut-être 2 roulettes, et encore, je ne sais même pas s'il les a récupérées. Enfin bon, il va faire quelque chose d'amusant. Diront: «Ouais, c'est» bon, enfin bon, c'est relativement amusant pour moi. J'ai trouvé ça aujourd'hui, je l'ai regardé, j'ai dit: «Tiens, c'est cool, je vais en parler demain». Donc là, on en parle aujourd'hui, va pas tarder à se clore. J'ai déjà pas mal blablaté, j'ai eu quelques visiteurs, c'est très bien. Content d'avoir des visiteurs. De Belgique d'ailleurs aussi, hein. J'ai eu, mon chef, celui qui stream pratiquement tous les jours et que je vais, modérer le matin, qui stream. Ah, Bowser, vous l'avez vu, vous le verrez dans le chat qui apparaîtra. Il a fait un petit coucou, c'est sympa de sa part. Il avait un petit peu de temps libre, il a bien fait de venir me voir. Donc voilà, les amis qui sont passés, que je connais de cette chaîne-là, c'est gentil d'être passé. Mon audience ne décolle pas vraiment, mais bon, j'espère qu'elle va décoller parce que les sujets, je trouve qu'ils sont de plus en plus intéressants et de plus en plus maîtrisés, on va dire, même s'il y a des petits bugs de temps en temps, hein, ça arrive. Même les meilleurs streamers, ils ont le fait que des fois leur ordinateur à côté ne démarre pas. Ça arrive aussi. Je suis d'autres personnes qui diffusent vers 18, 19 heures, enfin, ou 20 heures, ça dépend des personnes, ça dépend des caractères, ça dépend des choses comme ça. Mais il y a toujours le petit truc qui fait que ça déraille. C'était prévu, ça marche pas, mais c'est pas grave. On revient, on vous tient en haleine, par exemple. Et voilà. Donc, je sais pas si vous êtes habitué, mais il y a un petit changement dans le cosmétique, dans la présentation. Un tout petit changement cosmétique. Il est juste, attendez, là, au-dessus de ma tête, il y a un machin rouge qui clignote, comme si c'était une caméra qui enregistrait, hein. Voilà. Voilà, c'est juste que j'ai fait ça, quoi, même pas 1 heure avant de diffuser le direct. Je me suis amusé à faire ça. J'ai aussi bougé mon nom, hein. Moi, je m'appelle JP. Enfin, attends. Animé par JP, ce sont mes initiales de mon prénom. Donc ça, c'était au-dessus, c'est passé en dessous. Le petit truc qui clignote, donc là, c'est très drôle. Voilà, je fais des petites améliorations cosmétiques de temps à autre. Je change à chaque fois le titre parce que chaque jour, il y a une émission différente. Demain, ça sera la dernière de la semaine. Ça sera décontracté. Et donc, on parlera barbecue, sortant de l'ordinaire, fabriqué par une personne qui a envie de s'amuser et qui nous montre de A à Z comment il a fait, avec quels moyens il a fait. Et voilà. Et au final aussi, ce qu'il en sort. Voilà. Donc, je vous dis à demain. Je vais donc clore ce direct et vous souhaiter une bonne fin de journée. Amusez-vous bien, décontractez-vous si vous êtes revenu du travail. Mangez bien, dormez bien. Et puis demain, on se retrouve vers 17 heures. Allez, bye! Moi, je peux pas. Il est